retour sur la chaîne Basket Session. Hier, on a commencé avec un premier volet des joueurs qui nous intriguent le plus pour la saison à venir. On s'était concentré sur la conférence Est. On en avait choisi deux chacun. Évidemment, on a fait pareil pour l'Ouest. Et Shai, je te laisse tout de suite la main. Eh bien, Antoine, je vais commencer avec un joueur, oui, qui m'intrigue, je veux dire qui m'intrigue, je pense que c'est le bon terme. Il y a 4 ans, DeAndre Ayton, c'était le pivot titulaire d'une équipe qui était en finale NBA, donc pas très loin de remporter le titre. C'était un joueur assez solide, encore assez jeune. Et depuis, même si statistiquement, si tu regardes que les stats, il fait que des saisons en double-double, il n'a jamais bouclé une saison NBA sans faire double-double. Mais en fait, on l'a pas senti ultra motivé, passionné par son métier ou par le projet qu'il a rejoint après du côté de Portland. Et puis la fin à Phoenix, c'était assez poussif et compliqué aussi. Sauf que là, il arrive donc aux Lakers et c'est quand même pas la même mayonnaise. Normalement, c'est pas le même contexte. Si il joue avec comment dire ça, les mains dans le short, parce que parfois avec avec Portland et même avec Phoenix, c'était un peu ça. S'il joue comme ça dans un roster où il y a LeBron James, Luka Doncic, euh, dans une équipe qui est extrêmement ambitieuse quand même parce que sa durée de vie est limitée forcément avec l'âge de LeBron, je pense qu'il fera pas long feu. Mais il y a aussi un scénario, et donc celui-là m'intrigue, où il a que 27 ans, c'est quand même un joueur avec des qualités assez claires, hein, et en plus c'est des qualités qui manquaient aux Lakers, hein, sur un poste qui leur faisait défaut. Donc ça m'intrigue. Est-ce que Ayton va réussir à se bouger, à s'impliquer vraiment dans le projet, à montrer qu'il peut encore être un top joueur NBA. Est-ce que même Redick, LeBron, Luka vont trouver les bons ressorts avec lui? Parce que parfois c'est ça aussi, ça dépend des coéquipiers et de l'équipe autour de toi. Et ça peut tout changer, je pense, pour les Lakers s'il y a un DeAndre Ayton qui serait supposément à l'âge de la maturité et qui reviendrait à la mentalité qu'il avait eue pendant une période à Phoenix et qui était très bonne jusqu'à ce que ça se dégrade un peu. Voilà pourquoi je choisis DeAndre Ayton. Eh ben, c'est un super choix, Shai. Effectivement, très très bien vu DeAndre Ayton, qui a beaucoup à jouer cette saison, comme tu le dis. C'est le nouveau Hassan Whiteside. Alors, DeAndre Ayton. C'est le Je sais pas mec. si c'est positif ou Ah pas, non, c'est mais pas positif. En tout cas, enfin, non. C'était ces dernières années, il était bien parti pour devenir le nouveau Hassan Whiteside. Whiteside, c'est quand même un mec qui tournait à, je sais pas, 17-14 sur une saison, 14 et 12 de manière globale, assez fréquemment. C'est vrai qu'Ayton, dernière saison à Phoenix, il est quand même à 18 points, 10 rebonds en 67 matchs. Je pense que pas beaucoup qui se souviennent qu'il était aussi performant ouais, ces stats, statistiquement. elles sont toujours. Ouais, c'est Ouais. ce que je disais, hein, 16 que points des et 10 double-double. rebonds en carrière. 16 points, 10 rebonds, 59% au tir. Juste par contre, un bloc, c'est pas le gros protecteur de cercle d'Andre Ayton. C'est ce dont les Lakers auraient aussi besoin. Mais voilà, il fait quand même 2,13 m. Il devrait être capable de protéger le cercle. Ce n'est pas que les contres, mais d'être meilleur en défense. Mais oui, son impact peut être énorme. Il est le pivot. Los Angeles s'est trouvé un pivot titulaire au prix d'un pivot remplaçant. À lui de prouver qu'il n'a pas le contrat qu'il mérite, à lui de montrer effectivement de se relancer, de montrer qu'il est capable toujours de peser dans une équipe qui gagne. J'ai tendance à y croire. Je- Pas, J'ai l'impression que pas y croire au si. point de toucher la lune, mais je pense qu'il va quand même un peu se bouger les fesses. J'ai l'impression que si les Lakers ont misé dessus, c'est qu'ils ont senti qu'il y avait possibilité de le bouger, tu vois. Parce que c'est une force de la nature, c'est un numéro 1 de draft. Alors certes, c'est drôle de se dire qu'il va jouer avec Luka Doncic, qui a été pris après lui, alors que si tu refais une draft aujourd'hui, bon, évidemment, c'est pas le même ordre. Euh, alors sur le Whiteside, je comprends, c'est plutôt sur le côté un peu ingérable sur le terrain, j'entends, hein, parce que bon, dehors, il y a des trucs, mais c'est pas, on a vu pire que ça. Où tu as ses coéquipiers parfois qui sont complètement dépités et qui lâchent l'affaire en se disant il a pas envie, ou alors il a pas compris et ça sert à rien. C'est un peu parfois ce qui transpirait de certaines périodes à Phoenix et bon, à Portland, j'ai l'impression qu'il a traversé là, ce passage à Portland, j'ai l'impression qu'il l'a traversé, alors même s'il y a des stats, sans aucune envie ni motivation, c'est assez terrible. Mais oui, j'ai l'impression que si les Lakers ont misé dessus, alors le prix est pas dément, hein, ça peut être ça peut être un bon coup, en tout cas. Si ça foire, par contre, compliqué la suite. Bah après, ouais, pour lui, parce que j'allais dire, si ça fort pour les Lakers, l'avantage, c'est que c'est un contrat dont tu peux vite te débarrasser assez facilement. C'est juste que ça trop tarde, encore une fois, ça repousse ta fenêtre. Cette équipe des Lakers, que j'aime bien, qui est bien coachée,
où il y a une superstar qui s'annonce ultra revancharde et je pense que moi, comme toi, comme moi plutôt, on est parti pour le mettre MVP de la saison. Cette équipe des Lakers, il y a un truc, ils sont plus athlétiques que l'an dernier, il y a pas de souci, mais un 5 majeur où tu as Austin Reeves, Luka Doncic, LeBron James et DeAndre Ayton, en défense, ça peut être compliqué. Mais ça peut être compliqué, pas pour les mêmes raisons que ça sera compliqué aux Clippers ou aux Suns. C'est-à-dire qu'il y a de la jeunesse, à part LeBron évidemment, il y a des joueurs athlétiques, a priori. Un Luka remobilisé, fit, il a quand même de la taille, tu vois. En fait, ils sont tous capables. Austin Reeves, il se donne. Il a quelques limites, mais il se donne. Par contre, ouais, la question, c'est l'effort, en fait. C'est des défenses, c'est une défense où LeBron, souvent quand même plein de possessions, il défend plus, et logique, mais on va pas le blâmer, il a 40 piges. Luka, on connaît sa capacité à n'en avoir rien à faire de la défense par moment, et Ayton aussi. Et vraiment, si les Lakers tombent dans cette spirale, il y a des soirs où ça peut être terrible. C'est-à-dire qu'en playoff, chacun va devoir combattre ses démons et se dire on doit, sur chaque possession, se battre en défense. Ça peut être une des limites des Lakers cette Là, saison. ça va être le job c'est le boulot du coaching staff aussi. Là, c'est en sacré dit que Ouais. et son staff vont devoir là-dessus, ils vont devoir travailler en tout cas. Mais je fais plutôt confiance là-dessus parce que même par instant, les Lakers étaient assez surprenants. Même, je trouve que Luka par instant a plutôt aussi fait des efforts l'année dernière. LeBron, je le soupçonne d'être encore capable d'avoir des bonnes séquences défensives, comme tu l'as dit, un peu quand il a envie, malgré les limites de l'âge. Je pense que c'est quand même tellement un cyborg qu'il est capable de le faire. Et Ayton, par contre, ouais, là, va falloir trouver aussi les bons ressorts, les bons mots pour le motiver. Mais d'un côté, si t'es pas motivé en retrouvant une situation comme ça, où on te dit clairement qu'on vise un parcours au long cours au playoff, que tu joues avec deux des superstars de la ligue, enfin, c'est que t'es une cause perdue. Et il y en a qui D'accord. considèrent, il y en a qui considèrent Ayton comme une cause perdue. Attention, hein, il n'était pas si courtisé que ça. Ça faut aussi le dire. Mais j'y crois plutôt. Genre, en tout cas, je suis intrigué, pour rester sur la thématique, je suis intrigué par ce que ça va donner. Pareil, pareil que toi. Allez. Ah si, je voulais ajouter un truc sur les Lakers. Je sais pas si tu as vu, Rich Paul a dit, tu sais, en propos de LeBron, il a une no trade clause, fin de l'histoire. OK, par rapport à toutes les rumeurs. Mais en fait, même cette phrase, c'est une pique, selon moi, hein, c'est une pique subtile envers les Lakers. Parce que ça serait une manière de faire comprendre, bah non, les Lakers vont pas pouvoir ils veulent le trader, ils ne peuvent pas. Il a une no trade clause. Mais c'est pas ça l'histoire. Les Lakers, ils ont pas envie de le trader. Ils n'ont pas envie de le trader. Donc en fait, le problème, il est pas sur la no trade clause. Là, dans toutes les rumeurs, personne se dit que c'est les Lakers qui vont chercher à trader LeBron James. C'est à chaque fois LeBron James va vouloir partir. LeBron James n'est pas à l'aise avec les Lakers, il va vouloir partir, il va négocier un buyout ou il va demander à se faire trader. Et donc, s'il demande à se faire trader, évidemment qu'il vire sa no trade clause quand on lui donne la destination qu'il souhaite. Donc, tu vois, Rich Paul, en voulant casser une rumeur, en réalité, selon moi, envoie vraiment une pique aux Lakers en mode bah non, non, vous n'allez pas pouvoir le trader, c'est nous qui le contrôlons. Il y a un Enfin, petit ouais. jeu, il y a un petit jeu Il y a, de. Voilà, je sais c'est pas. un que jeu, mais. On sait pas si. En fait, ça ne mènera à rien de problématique si les résultats sportifs, si ça va bien, il n'y a pas de problème. Par contre, si ça coince un peu, oui, là, on va se rappeler de ça, ça va raviver ces tensions-là. Et là, on se dira, bah ouais, là, il y a ça discute, enfin, les pics qui s'envoyaient les uns et les autres, enfin, les deux parties s'envoyaient, c'était pas anodin. Bon, Ouais, ça nous montre que ça peut finir bien sur le terrain. Et bon, si ça finit bien sur le terrain, ça finira a priori plutôt bien en coulisses. Mais il est possible que ce mariage LeBron-Lakers qui a quand même duré au final très longtemps, il est là depuis 2018, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu aussi, je pense qu'il est ouais, à la fin de cette saison, il sera resté, ce sera son plus long passage consécutif dans une franchise, c'est fou parce de que se dire l'autre ça. c'est 2003-2010, oui, ce sera ça. Ouais, c'est assez fou de se C'est dire fou de se ça, dire ça. mais ça se finit au final, ce mariage, ouais, en coulisses, pourrait se finir un peu de manière particulière, quoi. Mais oui, c'est fou de se dire que c'est aux Lakers qui sera resté. Après, il a passé plus d'années à Cleveland en cumulé, mais Ouais, mais mais juste mais le run, ouais, consécutif, ouais. le plus long run, c'est à Los Angeles. Allez, j'enchaîne avec mon premier joueur. J'ai choisi Rich Shepard Ah, ok, parce j'y ai pas que pensé, mais ouais, ok. Parce que déjà, je pense que c'est un bon joueur. Je pense qu'il faut vraiment, je le catégorise absolument pas dans la catégorie bust. Heu, j'ai l'impression que juste, il a pas eu les opportunités. Il y a des joueurs comme ça. Je me souviens de Jamal Crawford, sa saison rookie, il est absolument inexistant.
Alors, il n'est pas drafté 3, hein, mais il est inexistant, on ne le fait pas jouer du tout. Et pourtant, tu sens qu'il y a quelque chose. Et dès qu'il commence à jouer, Jamal Crawford, tout de suite, il s'impose comme un joueur, comme un scoreur d'élite en NBA. D'élite. Oui, si, je pense que Ouais, quand Crawford même. n'était pas loin, Ouais. était pas loin d'être élite. Alors, Rich Shepard ne deviendra peut-être pas Jamal Crawford, on n'est pas sur les mêmes joueurs, mais je pense qu'il y a du talent malgré la première saison catastrophique. Et mine de rien, les Rockets vont vraiment avoir besoin de lui, parce que si tu regardes l'effectif des Rockets, dont on parle comme un éventuel contender, et cetera, c'est quand même très léger sur les postes 1 et 2. Il y a beaucoup de monde à l'aile, beaucoup d'ailiers athlétiques. Il y a du monde dans la peinture. Il y a même trop de pivots, je pense. Par contre, il y a plus d'arrière et il y a que Fred VanVleet à la main, si tu enlèves Rich Shepard. Et Fred VanVleet, je pense pas qu'il puisse faire une deuxième saison où il joue 38 minutes par match, sinon on va le retrouver, mais carbonisé, brûlé au 4e degré, truc vraiment pas drôle, quoi. Ouais. Et ils vont avoir besoin de Rich Shepard. Et la question, c'est à quel point Rich Shepard va répondre et surtout, à quel point Udoka va accepter de faire confiance à Rich Shepard. Parce que je pense qu'en fait, il aurait déjà pu jouer cette année, mais Udoka, il ne voulait pas le faire jouer parce qu'il ne défend pas assez, trop léger, et ça ne lui plaisait pas. Je pense, pas sûr, c'est une théorie. Mais ils vont avoir besoin de Rich Shepard, et Rich Shepard va devoir répondre présent. Sinon, cette équipe des Rockets, je la trouve vraiment trop léger sur les postes 1 et 2. Mais c'est ça la question, parce que Trop légère, pardon. que Shepard soit un joueur talentueux, on le voit. Alors, sur le niveau de G-League, il y a même pas la question se pose pas, il faisait des cartons tout le temps. Mais moi non plus, je dirais pas que c'est un bust parce que j'ai pas ses stats. Combien de matchs il a joué, combien de 4 minutes. points, Ouais. 4 points en 12 minutes, ça sent que c'est un joueur qui a besoin d'enchaîner. Il faisait des passages de 5 minutes où ça n'a pas de sens pour un mec comme lui, en fait. Ça n'a pas de sens pour un mec. Ça marche pour des ailiers défensifs avec des missions, des pivots, mais sur un mec comme Shepard, ça sert à rien de jouer 2 fois 5 minutes. 2 fois 5 minutes où en plus, il n'y a même pas un vrai créateur autour de lui, où il pourrait avoir des shoots à 3 points ouverts, tu sais, ça sert à rien. Donc, il jouait 12 minutes sur 52 matchs, 4 points de moyenne. Et je pense qu'en fin de saison, à un moment, il se montre, non? Il est genre, on le fait jouer titulaire. Je me demande s'il claque pas un. Ouais, tu vois, il y a un match à 20 points, un autre à 14, un match à 25. Il y a des moments, en fait, où on joue plus trop, on le laisse jouer. Et là, bah, tu sais qu'il est tout de suite au niveau, en fait. Il aurait pu être dans la liste des 5-6 rookies, des 5 meilleurs rookies s'il avait joué 25-26 minutes par match. Mais c'est ça la question, est-ce que c'est vis-à-vis d'Udoka parce que est-ce qu'il va vraiment, est-ce qu'il voudra lui faire confiance, est-ce qu'il croit en lui à la base déjà, ou est-ce que il y a une forme de pression de la part du front office d'essayer de le faire jouer un petit peu, de le montrer parce que c'est quand même un haut pic. Euh, je pense aussi comme toi qu'ils ont besoin d'un joueur comme ça. Mais Udoka, c'est un super coach, je pense vraiment, mais au niveau personnalité et caractère, je pense vraiment pas s'il a un mec dans le pif, à mon avis, c'est. Enfin, dans le pif. Ou s'il est pas fan C'est d'un vrai qu'il gars. est dans le Ouais, non, pas dans le mais pif, ce serait pas bien de dire ça, mais je sais pas si vraiment c'est un joueur de type. Enfin, du type Udoka, tout simplement, tu vois. On voit un peu quel genre de joueur il aime bien. Et ce sera peut-être pas grave parce qu'il y aura d'autres opportunités peut-être en NBA pour lui. Je pense qu'il y a d'autres équipes qui croiront en lui. Mais par contre, ce qui est intriguant, c'est de se dire s'il est bien utilisé, si ça match bien avec le coach, si ils identifient effectivement, comme tu l'as dit, et je suis d'accord avec toi, qu'il y a un besoin offensif et qu'il a ces armes-là, il a cette panoplie-là pour répondre à ce besoin. Rich Shepard, on l'a vu à la fac, on l'a vu en J-League, on l'a vu par petites bribes en NBA. Moi je suis assez d'accord, j'ai bien envie de voir ça et pour passer encore un cap, parce que certes en saison régulière, Houston a été excellent l'année dernière, ils finissent deuxième. C'est ça, ils finissent deuxième, oui. J'ai l'impression que c'était déjà ils finissent deuxième à ouais, l'ouest, deuxième. voilà, Deuxième à et l'ouest. en perdant au premier tour après. Mais la marge de progression après en playoff, c'est des petits ajustements comme ça, parce qu'il leur manquait ce petit supplément offensif, et ça peut être un gars comme Shepard, mais j'ai tellement du mal à savoir. J'ai pas assez entendu Udoka au sujet de Shepard, je pense, pour être certain qu'il le fera jouer davantage cette année, tu vois. Mais j'aimerais, et ce serait intéressant de le voir plus jouer. Et ça fait partie des questions autour des Rockets, ouais. Mais j'ai l'impression qu'il n'aura pas le choix en fait que de le faire plus jouer. Parce que là, vraiment, pour assurer la création, alors on sait que tu peux faire passer un peu ton jeu par Alperen Sengun, mais il va jouer grosso modo avec les titulaires Sengun. Tu peux faire parfois passer ton jeu par Kevin Durant, mais je pense qu'il vaut mieux que ce soit le moins possible. Je pense que Kevin Durant, il faut qu'il soit en bout de chaîne, en finisseur le plus souvent possible. Sinon, c'est trop de fatigue, c'est trop sur son corps, il a quand même un certain âge. Après, bien sûr, il est capable de le faire.
tu peux passer par Fred VanVleet. Après, à part ça, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucun créateur. Donc, Amen Thompson. Amen Thompson, pardon. Mais je te parle que de titulaire là. Il n'y a aucun remplaçant. Déjà, il n'y a pas de poste 2 remplaçant. Éventuellement Josh Okogie. Ouais, Qui c'est pas lui, au c'est pas final lui qui va répondre aux besoins offensifs. et qui va absolument pas créer du jeu. Et qui finalement va jouer comme un ailier, en fait, comme un extérieur avec des missions défensives. Le meneur remplaçant, c'est Rich Shepard. Il n'y a aucun autre. Il n'y en a personne dans l'effectif qui joue sur ces postes-là 1 et 2. Donc oui, Amen Thompson, il pourra jouer avec les remplaçants, jouer meneur avec les remplaçants. Mais pour moi, ça marche de mettre Amen Thompson avec Rich Shepard. Rich Shepard, il faut qu'il puisse avoir des positions en spot-up. Il faut qu'il ait des tirs ouverts. Ça peut être un deuxième playmaker. C'est pas vraiment un 1 de toute façon, Shepard. Il a la taille d'un meneur, mais c'est un peu le problème pour lui. C'est qu'il devrait s'inspirer de Peyton Pritchard. Oui. Il devrait s'inspirer de Peyton Pritchard, qui justement a eu des minutes avec Udoka, jouait comme un chien, une espèce de. Vraiment, c'est bizarre. Tu sais, un joueur irlandais. J'imagine comme ça un joueur irlandais. Un mec qui se déchaîne, chien de garde. Et après, je sais pas s'il a ça en lui. Hein, mais c'est peut-être le modèle que j'essaierai de prendre et de mettre des tirs. J'ai comparé des joueurs sans être sûr qu'ils soient capables de faire la même chose. Mais en tout cas, sur le gabarit, ils ont à peu près la même taille. Il est même un peu plus grand que Pritchard. Ils aiment mettre des shoots, mais Pritchard, il a montré qu'il était plus que ça. Et ça peut être un peu le défi pour Shepard, mais ils vont avoir besoin de lui. Hein. Ouais, en tout cas, on a envie de le voir. Je suis d'accord, on a envie de savoir. Pareil, je refuse de dire que c'est un bust pour l'instant. Si ça marche pas du tout la deuxième saison, ou qu'on le voit pas, ou que quand on le voit, ça fonctionne pas, là, on pourra éventuellement parler de ça. Mais toujours délicat sur les toutes premières saisons, à moins que ce soit un mec qui joue 35 minutes par match et qui est catastrophique, là où tu peux éventuellement dire, mais là, c'est pas encore le cas, je trouve. Son père a joué en NBA. Je pense que voilà, ça fait partie des nombreux fils de joueurs NBA que vous n'avez pas deviné. J'avais un peu abusé quand j'avais dit dans un truc avec Théo, j'avais dit 50%. C'est évidemment pas 50%, mais il y en a beaucoup. Il y en a de plus en plus. Ouais. Je pense vraiment qu'il y en a, parce qu'il y en a, on se souvient, on sait juste pas que leur père a joué en NBA, mais tu vois, genre Rich Shepard, t'aurais deviné que son père avait joué en NBA? Non, je m'en souvenais pas. C'était qui son père? Peut-être que. Jeff Shepard. Il a joué une saison. Ouais, voilà. Il y en a. mais en fait, c'est suffisant pour que tu aies eu un peu d'argent et surtout que tu sois dans le milieu, en fait. Et que ça se. Bref. Non, je suis d'accord. Allez, on enchaîne avec toi. Ouais. Quel joueur as-tu choisi? Moi, je pars du côté de San Antonio. On reste dans le Texas. Ce n'est pas un joueur français que j'ai choisi, parce que c'est pas bon. Victor, ça, c'est pas plus intriguant que ça. On a hâte de le voir, mais c'est différent. J'ai choisi un joueur qui m'intrigue à la fois pour l'aspect contractuel et pour l'enjeu sportif aussi quand même, parce que c'est important. J'ai choisi De'Aaron Fox. De'Aaron Fox parce qu'il va être attendu, parce que les Spurs ont envie de passer un cap, qu'ils ont quand même misé pas mal sur lui l'année dernière, parce qu'il y a aussi cette histoire de prolongation en vue que lui il a envie d'aller chercher. C'était un peu l'accord de base quand il est arrivé. Enfin, on supposait que c'était un petit clin d'œil, je viens parce que je sais que je vais être prolongé. Mais en même temps, il semblerait qu'il galère un peu avec sa blessure aux ischio pendant l'intersaison là, et aussi parce qu'on n'a pas vraiment pu le voir à son avantage, je trouve. Déjà parce que San Antonio a perdu Victor, ensuite parce que lui-même a été blessé, et du coup c'est ça la question, c'est est-ce que Fox peut être l'une des pièces majeures du projet qui est autour de Victor? Est-ce qu'il peut être ce joueur super clutch qu'on voyait avec les Kings, hyper rapide, scoreur, facilitateur, enfin all-star quoi tout simplement, dont San Antonio a besoin pour passer ce cap dont je parlais? Est-ce que Fox peut être ce gars-là? C'est toute ma question, parce que sur ce qu'on a vu, l'échantillon est maigre, t'arrives en cours de saison, c'est pas simple, il n'y a pas Wembanyama. C'est pour ça, j'ai un peu envie qu'il y ait une feuille blanche, que ça recommence du départ. Là, on sait que Popovic ne reviendra pas, donc il y a plein de choses qui font que, pour moi, les paramètres sont remis à zéro, et pour tout le monde, et notamment pour Fox, et j'ai envie de voir ce que ça va donner de ce côté-là. Tu sais, on répète souvent que Fox, il a été échangé, que les Spurs n'ont pas payé tant que ça. Il y a 3 pics dans le lot quand même, 3 premiers tours de draft. Il n'y a pas de joueur, mais il y a 3 premiers tours de draft. Est-ce que tu sais, par exemple, alors je préfère Fox tous les jours que les 2 joueurs que je vais citer, mais pour les Français qui aiment beaucoup voir des associations de Français, est-ce que tu sais que Noah Essengé et Maxime Reynaud ont été draftés avec des pics qui ont été donnés par les Spurs dans ce trade? Non, j'avais pas le paramètre en tête, non. Noah Essengé, c'était un pic des Bulls, mais je crois qu'il appartenait aux Spurs, quelque chose comme ça.
Et, et, Maxime Reynaud. et Maxime Reynaud, c'est un second tour des Spurs qui a été donné aux Kings. Et il y a encore un premier tour 2027 qui sera celui de San Antonio. Donc San Antonio, ouais, en 2027, on peut imaginer qu'ils seront compétitifs, mais quand même, il y a un pic 2027, celui des Spurs, et pic 2031, c'est celui des Timberwolves. Si Anthony Edwards n'est plus aux Timberwolves en 2031, ça pouvait quand même être un pic très intéressant. Ce qui est possible. Dans 6 ans, c'est très possible. Ce qui est possible. Après, voilà, dans 6 ans, tu te dis, bon, normalement, Wembanyama sera au sommet, mais imagine Wembanyama au sommet et en fait, tu as le 3e choix de la draft, tu l'avais, mais tu le donnes, c'est toi qui le donnes aux Kings normalement ou aux Bulls, je ne sais plus, aux Kings. Bref, tout ça pour dire, les Spurs ont quand même lâché 3 premiers tours de draft. Très intriguant, Fox, très intriguant. Ça n'avait pas marché des masses avec Wembanyama quand ça a commencé, mais l'échantillon est tellement faible. Il y a beaucoup à jouer parce qu'effectivement, les Spurs, pour passer un cap, ont besoin d'un grand Fox sur le terrain, ça c'est clair. Et comme tu l'as dit, cette histoire de prolongation, je m'en fais pas trop pour Fox, mais moi, depuis le début, ouais, c'est un bon trade. T'es tiède dessus, voilà, c'est clair. Exactement, je suis tiède. Je suis pas froid, tu vois. Je me dis, ouais, c'est cool. Mais je suis pas non plus maxi emballé, quoi. Et en fait, quand en plus derrière, je vois Dylan Harper qui est drafté. Après, bien sûr, Dylan Harper, il va pas avoir. Déjà, il n'aura pas le niveau de De'Aaron Fox demain, et peut-être qu'il l'aura jamais, tu vois. Genre, c'est pas dit du tout que Dylan Harper il devienne un joueur aussi fort que De'Aaron Fox, qui est quand même un vrai bon joueur. Mais d'ailleurs, j'ai vu ça me fait penser, j'ai vu des rumeurs que je pense, on s'enflamme un peu sur Harper avec ces rumeurs-là, mais un mec, c'était un GM, je crois, qui disait si Harper il ajoute le shoot, en fait, les Spurs ils doivent direct trader Fox, en fait. Genre, s'il ajoute le shoot, s'il shoot bien, alors c'est pas là dans 6 mois, tu vois. Harper, il n'est pas non plus prêt avec le shoot. Mais genre, imaginons dans un futur proche, les Spurs, il ne faut même pas qu'ils réfléchissent, quoi. Il faut trader Fox quand il est encore jeune et tu donnes direct le spot à Harper. C'est une bonne sécurité, quoi, dans tous les cas. Si c'est vraiment comme ça, s'il y a cette évolution-là, oui, tu peux te permettre après de ne pas être prisonnier de Fox, ou de la situation contractuelle ou pas de Fox. Après, les Spurs ont quand même des problèmes de riches. Hein. Et je pense que Fox, il y aura quand même des choses à prouver, un contrat à aller chercher. J'imagine qu'il va fonctionner fort et que Wembanyama va bien marcher autour de lui et que les Spurs ont quand même un vrai shot. Je sais plus où j'avais dit que pour moi, c'était sûr qu'il serait dans le play-in. La 6e place, elle est atteignable avec beaucoup de si. Avec quelques si. Peut-être pas beaucoup, mais quelques si. Avec quelques si, la 6e place, pas l'avantage du terrain en playoff, ça j'y crois pas. Mais un gros duo Fox Wembanyama, je peux y croire. Et les quelques si, justement, font que mon deuxième joueur de l'Ouest, c'est un autre joueur des Spurs que j'ai choisi. Ça fait partie des si. Moi, j'ai pris Devin Vassell. Et je trouve que comme Fox, il a aussi beaucoup à jouer. Alors, et je ne me souviens plus de sa situation contractuelle, mais j'ai l'impression que lui, c'est celui qui est un peu en train de perdre sa place ou son statut dans le projet, en fait. Il n'y a pas si longtemps, Vassell, il est on se dit, c'est le 2e meilleur joueur derrière Wembanyama, ça va être le lieutenant de Wembanyama. Ce qui aurait peut-être été un peu faible, en fait. Parce que c'est pas dit qu'il puisse élever à ce point son niveau de jeu. Depuis, trade de Fox, Castle qui est rookie de l'année, Harper qui est drafté. Il est passé de numéro 2 a priori à potentiel. Ça va être un trade asset, quoi. Il a re-signé en plus, il est à 27 millions, donc il est sur un contrat plutôt 5 abordable. 5 ans, 135 millions, et il sera en fin de contrat en 2029. Potentiel trade asset ou potentiel joueur de complément. Donc Vassell, sauf que Vassell, il y a quand même un moment où on s'est dit, bah tiens, peut-être qu'il deviendra un All-Star, pas un All-Star, multiple All-Star, tu vois, mais un All-Star sur quelques années, 1 ou 2 saisons où ça tourne très fort. Et là, Vassell, je pense qu'il y a eu un step back avec sa blessure. Tu vois, l'an dernier, il n'y a pas eu de progression. À l'inverse, il est redescendu à 16 points par match, 44% au tir. Tu vois. Donc là, Vassell, c'est le moment de reprendre le taureau par les cornes, d'aller de l'avant et de refaire une grosse saison. Et je pense que c'est dans son intérêt. Et ça m'intrigue de voir comment il va rebondir, justement. Mais son nom était quand même vachement dans les rumeurs. Hein. Quand on se demandait si les Spurs n'allaient pas accélérer, tenter un gros coup, ça parlait d'Giannis, ça parlait de KD. Il y avait toujours Vassell dedans, donc ça ne changera pas, je pense, de sitôt. Moi aussi, ça m'intéresse, de toute façon, toute la dynamique des Spurs.
la rotation des Spurs qui sera le plus impliquée, tout ça, est-ce que par rapport à Harper, par rapport à Castle, Vassell, enfin il y a vraiment beaucoup de monde, donc t'as raison, quelque part c'est un problème de riche, mais en même temps on sait que ça marche pas toujours bien quand il y a des joueurs qui sont un peu frustrés et qui, Il y a des agendas voilà, personnels qui se. faut pas faudra pas être surpris s'il y a des leaks pendant la saison, façon Kuminga avec, avec Shams Charania, tu vois, un tel est pas content de son temps de jeu, un tel aimerait être tradé, a demandé son trade, enfin, bon, ça c'est le scénario négatif. Après, tu peux aussi dire que ce sont des problèmes de riches et que c'est super d'avoir autant d'atouts divers et variés dans l'effectif, mais ouais, sa situation est intrigante et c'est un trade asset, tu l'as dit, s'il considère que par rapport à son salaire, à son temps de jeu, à ce qu'il apporte, ça vaut peut-être pas le coup de l'avoir à 27 millions. Tu peux récupérer des choses. Je pense qu'il y a des équipes qui croient en Vassell dans un autre rôle et dans un peu plus haut dans leur hiérarchie, je pense. Faudra voir. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Mais c'est tout sans Antonio. De toute façon, toute la dynamique des Spurs, elle est intrigante parce qu'on ne sait pas si. On les attend tous en progression, parce qu'on imagine que Victor sera en forme, on en a parlé l'autre jour, que autour il y a du beau monde, la situation autour du coaching elle est clarifiée, alors en bien ou en mal, on ne sait pas, hein, on va voir ce que donnera Mitch Johnson en dehors du rôle d'intérimaire, ça moi aussi j'ai mes questions là-dessus. Mais ouais, Ouais. Devin Vassell, écoute, on verra. J'avais oublié qu'il était encore sous contrat jusqu'en 2029 et qu'il gagnait 27 millions, tu vois. Oui, ils l'ont prolongé pour un tarif qui est plutôt abordable. 27 millions pour un mec de ce standing, ou surtout du standing auquel il peut prétendre, c'est très intéressant. Si Vassell, c'est ta troisième option, tu sais, à 18-19 points par match, ou 18 points par match, on va dire, il remonte un peu, Fox met sa vingtaine de points et Wembanyama est genre à 25 plus, voire 28. T'es quand même t'es armé et tu as un joueur qui vaut le coup. Mais est-ce qu'il pourra vraiment pleinement s'exprimer avec Fox et Wembanyama, commencer à s'embriquer? Tu as raison sur ces histoires de leak. C'est une équipe qui va être regardée plus, plus qu'elle ne l'a jamais été, je pense, en fait. Quasiment, oui, parce que Mais même à avec l'époque où elle Victor, gagnait, ouais. ouais, je pense plus qu'elle ne l'a jamais été. C'est l'équipe qui va une des équipes qui va être les plus suivies. Il va y avoir plein de rencontres sur le réseau national. Dès que Wembanyama va recommencer à faire des cartons, on va programmer les Spurs un peu partout. On sait qu'il y a plein d'articles ESPN. Il y a un intérêt, et notamment un intérêt américain, pas que français. Il y a un gros intérêt américain pour Wembanyama. Il l'adore. Et voilà, c'est à la fois un phénomène basket, c'est à la fois un peu un phénomène de force, des fois, quand tu vois comment les Américains le traitent. Mais bref, c'est un joueur qui attire vachement l'attention. Et si les Spurs ne commencent pas très bien, ou s'il y a des périodes de moins bien, peut y avoir effectivement plein de questions sur Mitch Johnson, sur ce qui ne marche pas, sur comment ça se fait que, par exemple, si cette équipe, elle a, je sais pas, 8 victoires, 7 défaites, c'est même un truc positif, mais où il n'y a pas encore le truc, ça enchaîne pas les victoires. Ouais, sur qu'est-ce qui marche pas, sur la place de Vassell, la place de Fox, et cetera. Éventuellement le niveau de Wembanyama, ou son style de jeu. Encore en commentaire, des fois on voit, ouais, il joue pas assez dans la braquette, il joue pas assez dans la peinture. Moi, je trouve que ça fait vraiment cliché. J'ai l'impression de voir les entraîneurs tu sais, alors je dis pas que c'est pas vrai, hein, sur Wembanyama, mais ça me rappelle quand tu es jeune et si tu es grand, faut que tu joues 4 ou 5, quoi. Mais ouais, ok, mec, mais son jeu, c'est un jeu d'un 2. Pourquoi tu veux qu'il joue 4 ou... Enfin, je parle pas de Wembanyama. Et c'est vraiment, Je c'était vois un ce peu que le tu veux dire. cliché, c'était typiquement le genre de cliché duquel on commence à s'éloigner. Et oui, Wembanyama, il y a toujours aussi un peu des critiques sur lui, alors qu'il est quand même étonnamment fort. Enfin, étonnamment, c'est peut-être pas le bon adjectif, mais il est extrêmement fort. Donc, à voir comment ça se déroule pour les Spurs. Ouais. Allez, on a fait long sur tous ces trucs-là. On a quand même des points d'actualité qu'on voulait aborder. On commence par Gilbert Arenas. On a fait hier Marcus, pardon, Maurice, qui était dans la mer, je le dis comme ça. Bah, Gilbert Arenas aussi, visiblement. Ouais, alors il fanfaronne un peu, il fanfaronnait à sa sortie de l'audience. Il a été, alors on va reprendre depuis le début. En gros, l'info dans l'après-midi, c'était que il allait passer devant un juge dans le cadre d'une enquête criminelle, parce il était accusé d'avoir participé à la tenue d'un casino clandestin chez lui, dans l'une de ses baraques en Californie. Alors, il l'aurait loué à des gens qui organisaient ces parties-là, ces parties de poker notamment avec des mises démentes et de On manière imagine. totalement Ouais. illégale, voilà. Et donc et surtout dans ces gens-là, il y avait des gens très peu recommandables, notamment
un chef de réseau criminel israélien en Californie. Bon bref, c'est toujours très, c'est un peu série télé. Pourquoi je suis pas étonné qu'il soit là-dedans. Alors lui dit qu'il est pas dedans, mais qu'il a fait un peu la défense. Tu te rappelles de Jawad à l'époque, la défense. Non, moi je suis juste le logeur, c'est un peu ça. Là, il est sorti du truc en disant non, moi j'ai juste loué ma baraque, je savais absolument pas qu'il y avait ça. Sauf que dans les pièces à conviction qui sont sorties depuis, il y a des photos qu'il envoyait à des membres de l'organisation qui organisait les trucs, avec des tables de poker, Arenas Poker, avec son image dessus, son numéro. Bon, bref, a priori, il n'est pas tout blanc là-dedans. Toujours est-il qu'il a été auditionné, qu'il est ressorti libéré sous caution, mais qu'il risque quand même jusqu'à 15 ans de prison avec tous les chefs d'accusation cumulés, parce que, évidemment, si toutefois c'est avéré, il ne se contentait pas de louer son domicile, mais il prenait aussi des commissions sur l'argent qu'il filtrait. Il y avait des employés dans des situations pas très très légales. Lui, il dit juste, parce que je sais pas si tu as vu l'image, mais il a posté un truc où il sort comme ça, il fanfaronne un peu, il dit voilà, je suis de retour comme si de rien n'était, j'ai rien à voir là-dedans, j'ai juste loué la maison, je n'ai pas participé aux festivités, et il est un peu mort de rire. Bon, c'est Gilbert Arenas, mais en tout cas, ouais, c'est peut-être pas terminé, il risque quand même quelque chose à la fin. Bon, à suivre. Allez, autre info, il y aura des matchs en Europe l'an prochain. Il y aura bel et bien la NBA en Allemagne. Je tiens à dire que ça, je l'ai annoncé 2 ans en arrière, quoi. Par contre, je m'étais trompé sur... Enfin, non, je m'étais pas trompé sur la ville. J'avais beaucoup... Tu voulais que ce soit chez toi, c'est tout. Ouais. Mais bon, je savais que Berlin était une vraie destination potentielle. Et c'est donc à Berlin. Il y aura un match à Berlin, un match à Londres en 2026. On savait que la NBA... D'ailleurs, c'est Orlando contre Memphis. Évidemment, Orlando, on s'en doutait, pour Franz Wagner. Berlin, quelque part, ça a du sens. C'est là où il a joué. Il est de Berlin, lui. Oui, on a fait Wembanyama qui revient, qui vient s'entraîner à Nanterre. Bien sûr que là, si Franz Wagner venait, ça serait Berlin. J'aurais dû réfléchir un peu plus quand même. Mais j'espérais pour Munich parce que la nouvelle salle est incroyable. Donc, le Magic et les Grizzlies viendront jouer. C'est plutôt une belle affiche d'ailleurs. À Berlin, je pense qu'a priori, on y sera. En tout cas, moi, oui. Je pense que tu y seras. Moi, c'est moins sûr, mais pourquoi pas. Je suis jamais allé à Berlin, tu vois, donc pourquoi pas. Je suis jamais allé non plus, d'ailleurs. Tiens, figure-toi. Donc, ça sera en janvier. J'ai oublié les dates. Je crois que c'est le 16 et le 18. Le 16 à Berlin et le 18 à Londres. 15 à Berlin, pardon. C'est 3 jours après. 15 Berlin et 18 à Londres, tout à fait. Donc, 2 affiches entre le Magic et les Grizzlies, 2 affiches en Europe. Et la NBA, par contre, reviendra à Paris en 2027 et 2028, si je ne dis pas de bêtises. C'est exactement ça, 2027. On n'a pas encore les affiches. Et à Manchester en 2027. Voilà, et à chaque fois, c'est avec 2 matchs. Donc, pour 2026, c'est donc Berlin et Londres, tu l'as dit. 2027, Paris et Manchester. Donc là, on peut déjà se dire que la fameuse implication de Manchester dans la fameuse NBA Europe, on savait que c'était une destination probable. Et 2028, Berlin et Paris. Donc, c'est à nouveau Berlin 2028. Donc, voilà, même si vous avez manqué le coche et que vous espériez peut-être revenir, voir la NBA revenir à Paris, cette année c'est juste une petite pause, ça revient après. Bon, après on espère aussi que peut-être que les prix seront réajustés, mais on va y croire un peu gentiment, mais naïvement, mais j'ai peur que ce soit pas le cas. En tout cas, la NBA continue son histoire avec l'Europe et je pense que ce sera aussi lié à cette histoire de ligue d'NBA Europe avec les villes en question notamment. Tu veux que je te fasse un pari sur les affiches ? Allez, vas-y. 2027, il y a Hawks Wizards. Rizaché contre Sarr. Bien vu. Ou au moins l'une de ces 2 équipes. 2028, vu que c'est Berlin et Paris, là où joue Franz Wagner contre là où joue Wembanyama. Ou si un Français s'affirme comme un autre très bon joueur, là où joue éventuellement Rizaché ou Sarr, selon s'il y a eu Hawks Wizards, lequel des 2 équipes est venu. En tant que fan du Magic, là, tu es en train de me teaser peut-être un départ de Franz Wagner d'Orlando dans très peu de temps. Là, je suis pas prêt là. J'espère pas, je pense pas, mais voilà, je l'ai tourné, comme ça. Allez, bah tiens, NBA Europe, c'est un CQFR long aujourd'hui, on se fait plaisir. NBA Europe, vu que tu en parles, que tu parles de création de ligue, il y a une ligue qui est en train de se créer avec Maverick Carter. Alors, on savait déjà qu'il avait créé une ligue, mais on sait maintenant pourquoi LeBron James a rencontré l'agent de Nikola Jokic. Évidemment, c'était du business, on l'avait bien dit, et c'est par rapport à cette ligue que veut créer Maverick Carter. Absolument, une ligue mondiale, globale, comme ils l'ont expliqué.
Ils sont en train de travailler là-dessus, donc ce serait pour une création vraiment prochaine, imminente. Et l'idée, c'est donc 12 équipes, 6 masculines, 6 féminines, et un format, ils appellent ça un touring format, tu sais, comme la F1. Comme la F1, par exemple, où tu as des grands prix ici et là, donc il y aurait des endroits différents dans lesquels ça se jouerait, avec un intéressement pour les joueurs, évidemment, et des investisseurs internationaux dans le deal pour essayer d'amasser évidemment le plus possible, le plus d'argent possible. Mais donc oui, et l'agent Jokic serait dans le deal, et je pense qu'il y aurait certainement des dates. L'un des événements serait sans doute, l'une des étapes, pardon, je cherchais le terme, serait probablement, on imagine en Serbie peut-être. Et c'est pour ça qu'ils étaient sur le yacht ensemble, c'est pas comme on l'avait déjà évoqué, pour des discussions. Voilà. Donc en tout cas, il n'y a pas de date tout de suite, mais ils disent que c'est quand même plutôt bien avancé, les discussions sont avancées, ils cherchent encore les investisseurs, mais le format est défini. Ils ont peut-être intérêt à se lancer avant la NBA Europe. Après, c'est pas une ligue qui va concurrencer les plus grands championnats, mais c'est une ligue qui peut aller chercher des joueurs. Tu vois, par exemple, Damien Inglis, dans une super interview avec First Team que je vous conseille très, très fortement, expliquait que le Japon, selon lui, allait devenir un championnat qui attire de plus en plus de joueurs. Le fait est que visiblement, il voit juste parce que quelques temps après, Sekou Doumbouya rejoint le Japon. Stanley Johnson, j'ai vu ça hier, 2 busts draftés par les Pistons au passage, Doumbouya et Stanley Johnson. Lui aussi rejoint le Japon, donc il y a les anciens joueurs NBA qui ne trouvent pas. Peut-être que Russell Westbrook signera au Japon, je ne sais pas. Les joueurs NBA qui ne trouvent pas forcément de point de chute ou qui ont été un temps joueurs NBA, voilà, des fois c'était la Chine. Il y a ceux qui veulent vraiment rester compétitifs en Europe. Il y en a d'autres, ça ne les tente pas trop. Peut-être le style de vie, ils n'ont peut-être pas les opportunités, peut-être le salaire n'est pas assez grand. Il y en a souvent, c'était la Chine, Porto Rico. Maintenant, le Japon. Cette ligue-là, elle peut éventuellement aller chercher ces gars-là. Ça va être, je pense, je la vois bien concurrencer la Big Three. Je ne sais pas si ce sera en même temps. Les championnats un peu comme ça qui attirent des anciens joueurs NBA, c'est ce joueur de profil que j'imagine, parce que cette ligue, pour qu'elle marche, il faut quand même des mecs, faut qu'il y ait des histoires à vendre. Mais il faut voir comment ils se positionnent. Est-ce que c'est ça qu'on ne sait pas en fait, c'est quel type de joueur. Parce que la Big Three, bon, j'ai pas les chiffres, j'ai pas enquêté dessus, mais moi je m'y étais intéressé un temps, mais ça, j'ai pas l'impression que ce soit un succès incroyable. À la base, ça devait être que des anciennes superstars ou des jeux. Bon, on en parle quasiment plus, tu vois, donc c'est un peu compliqué. Est-ce que ça va se disputer sur les intersaisons NBA, ou auquel cas tu peux peut-être gratter quelques joueurs actuels, peut-être pourquoi pas des très bons, c'est pas impossible, tu vois. Ou alors est-ce que c'est des joueurs plus moyens qui en temps normal iraient dans d'autres championnats que dans ceux que tu as évoqués. Donc c'est ça que je sais pas. J'ai l'impression que si tu fais un truc un produit un peu élite façon F1, tu fais des séries autour, faut des personnages un peu marquants, faut des joueurs, soit des anciens joueurs quand même, pas anciens joueurs, ou des joueurs en fin de parcours. Tu vois, tu disais un Westbrook, peut-être un Westbrook sur l'été, sur ces dernières saisons, pourquoi pas, même si LeBron est dedans, peut-être imaginer que pendant l'été, il va peut-être faire une étape ou deux, je sais pas. Il faut ça, je pense, pour que ça décolle. Mais bon, on aura plus de détails après. Et c'est sûr qu'il y aura une série. Bon, c'est évident, ils sont obligés. Parce que si son intérêt, c'est vraiment le modèle F1, et il parlait du modèle golf aussi, parce que maintenant le golf, ça bouge un peu de cette manière-là aussi, il faudra que ce soit ça, et puis il faut qu'il y ait quand même faut qu'il y ait des noms. Clairement. Allez, 2 petites infos encore. La France s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Eurobasket U18. La France jouera la Slovénie. Ouais, c'était chaud. J'ai joué la Bulgarie en 8e. À 2 minutes de la fin, les Bulgares sont repassés devant. Donc, grosse surprise. C'est pas une nation qu'on identifie comme une grande nation de basket, mais surtout chez les jeunes, parce que ils ont un ou deux joueurs référencés quand même. Mais c'était assez chaud. Et à moins de 2 minutes de la fin, les Bulgares repassent devant. Puis panier à 3 points de Isaac Gedegbe et les Bleus ont finalement réussi à l'emporter. Et donc, tu l'as dit, à 13h30. Toujours gratuit sur YouTube, sur la chaîne de la FIBA. France-Slovénie. Attention, toujours la Slovénie, même si c'est pas comme l'équipe A, ça reste, c'est une nation qui a toujours des talents en réserve. Donc quart de finale, France-Slovénie tout à l'heure à 13h30. Allez, on termine par un point WNBA. Il y avait 3 matchs la nuit dernière, des matchs assez offensifs. On a eu 2 matchs quand même où c'est allé au-dessus des 100 points. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens particulièrement de cette nuit WNBA ? Il y avait le remake des finales 2024 entre Minnesota et New York. Alors 2 équipes qui ne sont pas du tout dans la même situation. New York, c'est compliqué en ce moment entre les blessures et les galères
et la difficulté à remporter des matchs tout simplement, et c'est Minnesota qui a gagné, qui a conforté son avance en tête de la ligue 100-93 avec l'inévitable Nafisa Collier qui a été énorme, 30 points, 9 rebonds, 3 contre, avec l'aide de Kayla McBride, 24 points, de Courtney Williams qui a été très maladroite, 1 sur 13, mais qui fait son record à la passe avec 13 passes dans la foulée. À New York, Marine Johannes était titulaire, ça arrive pas souvent, elle a été titulaire et elle a été plutôt bonne. Elle a inscrit 14 points à 4 sur 9 à 3 points pour épauler Sabrina Ionescu, 31 points, mais orpheline forcément de Brianna Stewart. Et donc Minnesota tranquille, leader, et qui le sera à la fin, spoiler, Minnesota va finir en tête de la ligue. Et New York garde sa deuxième place, même si elle était menacée, parce que dans le même temps, Phoenix a perdu contre Indiana 107-101. Indiana toujours sans Caitlin Clark, mais qui enchaîne la victoire, 3e victoire de suite, malgré énorme match de, tu sais à quel point j'aime cette joueuse, je le dis à chaque fois, Alyssa Thomas, 32 points, 15 rebonds, 7 passes. Elle fait une sacrée saison. Elle fait toujours des sacrées saisons, de toute façon, match gargantuesque. Quasiment en triple-double de moyenne, je pense. Et là, alors presque quadruple-double, parce qu'elle fait 8 pertes de balles. Mais donc, défaite de Phoenix. Et un petit événement improbable la nuit, le Career Night pour Harry McDonald, qui est une joueuse que le grand public ne connaît absolument pas, mais qui était titulaire, qui met 27 points et qui a été signée, elle était libre, elle a été signée il n'y a pas si longtemps que ça, et en réponse justement aux blessures de Caitlin Clark, qui a fait un match, fait 27 points, son record en carrière. Avec sur le dos le maillot, je ne cesserai de le répéter, très beau maillot avec édition Stranger Things, avec la série qui reprend pour le Fever. Si vous ne l'avez pas vu, allez regarder ça, mais très très beau maillot. Et 3e victoire de suite donc pour Indiana, sans Caitlin Clark. Il restait un match. Ouais. Sauf si tu voulais dire un truc. Non, t'inquiète. Il restait un match, c'est la victoire d'Atlanta face à Dallas, 88-85. Là aussi une héroïne pas forcément hyper attendue, il y a toujours quelques grands noms dans les matchs là. Naz Hillman en sortie de banc, 21 points, record en carrière, et game winner à 3 points à 2,6 secondes de la fin pour faire passer le Dream en tête. 21 points pour Paige Bakers à 8 sur 20, son 11e match de la saison à au moins 20 points, mais défaite de Dallas. Voilà pour les matchs de la nuit en WNBA. Yes, on termine là-dessus, impeccable, Shai, et on se retrouve de toute façon demain pour un nouveau CQFR. Bonne journée à tous. Yes, bonne journée à tous. Ciao, ciao. The game is out there, and it's either play or get played.